Bonjour, je suis Pierre-François Prada, je suis neurologue à la Salpêtrière, je m'occupe de SLA et je suis également chercheur au sein du laboratoire d'imagerie biomédicale qui est aussi localisé à la Salpêtrière. Et aujourd'hui, je souhaiterais vous faire un résumé synthétique d'une session qui a eu lieu au meeting européen NCALS 2025, donc consacré à la neuroimagerie. D'abord, on a eu une conférence introductive qui a été menée en duo par Federica Agosta de Milan et par Antonio Canosa de Turin, qui a abordé des axes émergents. Premier axe, les travaux sur l'hypothalamus. On sait depuis quelques années qu'il existe une atrophie de l'hypothalamus et qu'elle est fréquente, pouvant être présente dès le stade présymptomatique. Ces nouveaux travaux s'intéressent à montrer des anomalies plus fines, de les caractériser dans les différents sous-noyaux et également d'analyser les anomalies de connectivité entre l'hypothalamus et le cortex cérébral. Alors, un autre axe, c'est le système G lymphatique. Vous savez, c'est ce système qui permet d'éliminer bien des déchets de dégénérescence cellulaire, de stress oxydant, d'inflammation, mais aussi également de façon importante des agrégats pathologiques comme TDP43 qui sont caractéristiques de la SLA. On dispose de séquences IRM basées sur la diffusion qui vont mettre en évidence un dysfonctionnement de ce système. Alors c'est intéressant parce que c'est bien connu que ce système fonctionne essentiellement pendant le sommeil profond et justement plusieurs études, dont certaines sont récentes, montrent des altérations du système profond dans la SLA. Donc on peut tout à fait imaginer que ces troubles du sommeil, bien, ils viennent altérer le système G lymphatique, donc diminuer l'élimination de TDP43 et ainsi aggraver la dégénérescence. Alors un autre point intéressant, c'est des travaux qui concernent l'imagerie à haut champ à 7 Tesla. Alors ce type d'imagerie a l'avantage d'avoir une très haute résolution et donc de pouvoir analyser les lésions au sein des différentes couches du cortex moteur. Grâce à cette haute résolution, on peut montrer une accumulation de calcium dans des couches superficielles. On ne l'avait pas vu avant. Ce qui avait été vu avant, c'est des anomalies IRM en rapport avec l'accumulation de fer. Eh bien, il semble que la dysrégulation calcique précède cette accumulation de fer. Puis plus rapidement a été évoqué des nouveaux ligands en PET qui ciblent l'activation microgliale et donc un intérêt notamment pour suivre l'effet de traitements agissant sur l'inflammation. Voilà, après cette conférence introductive, donc il y a eu 4 communications orales. Une première communication, donc Pauline Van Lieshout d'Utrecht, alors qui a fait un gros travail pour regrouper des IRM de plus de 800 patients et elle a fait du clustering non supervisé, donc afin de dégager des sous-groupes. Et elle a décrit sur la base de ses travaux 4 sous-groupes anatomiques. Alors un groupe moteur pur, dégénérescence précentrale et faisceau-pyramidale, un groupe avec une atrophie plus généralisée,
un troisième groupe avec une dégénérescence singulo-pariétale et temporale, et enfin un groupe avec une atteinte fronto-temporale. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque groupe en fait, présentait des profils cliniques et cognitifs distincts. Alors, l'intérêt de ces approches d'imagerie, donc, c'est encore une fois de mieux, au sein de l'hétérogénéité bien connue de la SLA, de définir des sous-types de maladies, donc ce qui a des implications donc, pour la prise en charge et notamment aussi pour les essais cliniques, voilà, pour essayer de combattre, enfin, de contourner cette hétérogénéité de la maladie, donc qui pose des problèmes pour les essais thérapeutiques en termes de puissance statistique. Alors, je parlerai d'une communication faite par le docteur Georgia Quérin, donc, du centre SLA de Paris, qui a présenté ses travaux sur l'IRM médulaire chez des porteurs asymptomatiques de la mutation C9 ORF 72. Donc c'est un travail qui a été réalisé dans notre laboratoire et qui s'inscrit dans la continuité de travaux qu'on avait déjà publiés dans Annals of Neurology et dans ces travaux qui sont issus d'une cohorte française présymptomatique qui s'appelle la cohorte Prevdemals. Eh bien, nous avions montré que l'IRM cervicale, de la moelle cervicale, était très performante pour montrer des anomalies très précoces chez les porteurs asymptomatiques de la mutation C9ORF72. Donc là, on a continué le suivi de façon plus prolongée. On a pu analyser encore plus finement les anomalies à l'IRM et puis étudier quand survenaient ces anomalies par rapport à l'apparition des symptômes, puisqu'on a eu 4 patients qui ont fini par développer des symptômes. Et donc la question était de savoir est-ce que l'IRM pouvait montrer des anomalies qui prédisaient cette survenue des symptômes. Alors globalement, on montre qu'il existe une atrophie de la substance grise qui apparaît et s'étend au cours du temps. Elle est au départ au niveau C4, C6, et ensuite elle s'étend dans l'espace, notamment en C7, à des phases plus avancées. Et vraiment, à un moment donné, elle va vraiment être prédictive de la phénoconversion, c'est-à-dire de l'apparition des symptômes, et ce qui nous incite à penser que c'est vraiment un outil sensible qui pourrait être utilisé pour le suivi de ces patients, en fait une prédiction de médecine personnalisée, et pour les essais thérapeutiques au stade préclinique. Vous savez qu'il y en a déjà pour une autre mutation, la mutation SED1, pour déterminer à quel moment il serait le plus opportun de commencer à traiter. Alors une autre communication donc d'une équipe de Milan qui s'est intéressée aux anomalies IRM chez des patients qui ont des variants génétiques associés à un moins bon pronostic. Alors ces variants, alors il y en a 2 qu'ils ont étudiés, un qui s'appelle INC13A et l'autre CAMT-A1. Et ce qui montre, c'est que les patients qui portent ces variants ont un pattern d'atrophie différent qui pourrait traduire des signatures anatomiques spécifiques. Alors c'est un travail intéressant, toujours intéressant d'étudier les corrélations entre, les corrélations entre la génétique et l'IRM. Ce qu'on peut dire, c'est que de ce travail, c'est que
Ces différences doivent être encore très soigneusement ajustées aux facteurs cliniques, et notamment à la vitesse de progression de la maladie. Ce qui sera essentiel de déterminer, c'est de savoir si ces anomalies sont vraiment une signature d'un profil génétique différent, ou bien si elles reflètent simplement les conséquences, c'est-à-dire les variations du phénotype évolutif liées à ces mutations. Donc, question importante en termes de vulnérabilité neuronale en lien avec des anomalies génétiques. Alors, une autre étude donc, de l'équipe d'Utrecht, cette fois-ci, qui ont présenté une étude assez élégante de la propagation de la SLA dans le cerveau, construite à partir de données d'IRM de diffusion. Alors, assez élégante sur le plan des méthodes et des outils utilisés. Alors, c'est des approches de connectomique et des outils de graph théorie qui vont modéliser la progression de la maladie en les étudiant comme une diffusion à travers des réseaux de matière blanche. Et ils sont intéressés aux différences entre les sujets porteurs de la mutation C9 et les SLA sporadiques. Et donc à partir de ce modèle, ce qui est suggéré, c'est que lorsqu'il existe cette mutation C9, eh bien les lésions commencent plutôt dans les régions limbiques et sous-corticales avant de s'étendre donc par ces phénomènes de propagation dans les faisceaux de substance blanche, alors que dans les formes sporadiques, eh bien, la propagation se ferait plutôt avec des lésions au départ dans le cortex moteur. Alors, comme je l'ai dit, c'est un travail théorique élégant. Alors, gardez en mémoire que ça repose sur des simulations mathématiques et que lorsqu'on veut étudier la propagation, eh bien, en fait, il faut des données longitudinales qui sont d'ailleurs encore insuffisantes pour déterminer avec plusieurs temps, pour affirmer que ces trajectoires révèlent bien la réalité biologique de la dégénérescence chez les patients. Alors une dernière présentation donc, de l'université Leuven en Belgique. Alors cette fois-ci, une étude dans le PET scan au fluoroglucose. Donc, alors, de nouveau des algorithmes de machine learning. Et puis là aussi, l'intérêt de comparer des formes génétiques différentes. Alors là, comparer des patients avec ou sans mutation C9 ORF72 et comparer les deux à des témoins. Donc, à partir de ces algorithmes de machine learning, les performances étaient bonnes. Plus de 90% de précision pour distinguer patients et témoins, et environ 70 à 75% pour différencier formes C9 mutées et sporadiques. Donc, ces résultats sont prometteurs. Voilà, sinon, il faut avoir les réserves de ces travaux, par rapport à ces travaux d'IRM basés sur l'intelligence artificielle, toujours à partir d'apprentissage sur des cohortes données, il faut les valider dans d'autres cohortes et puis montrer que ces modèles d'intelligence artificielle ont vraiment une pertinence en pratique. Et puis, ce ne sont pas juste des boîtes noires qui finalement ne
permettent pas en pratique de conclure dans des contextes diagnostiques réels. Euh, voilà, d'ailleurs, ça peut rapprocher d'une discussion qui a eu lieu lors du congrès sur l'intelligence artificielle dans la SLA, voilà, qui pose en fait beaucoup de problèmes. Voilà, je terminerai par là en disant que voilà, cette session a montré la force de la neuroimagerie dans la SLA, permet d'identifier des zones vulnérables, de repérer des signes très précoces avant les symptômes, de stratifier les patients, d'offrir des outils pour le suivi, la prédiction de l'évolution chez les patients, et puis des outils pour l'évaluation des nouvelles thérapeutiques. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cette session très intéressante de l'ENCALS 2025.